allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe. Je suis hyper ravie de vous voir parce que vous avez vu le titre déjà. C'est une vidéo que j'aime beaucoup également. C'est ma sélection pour la rentrée littéraire 2023. La rentrée littéraire bat déjà son plein. Là, vous le savez, on est en plein dedans. Et je suis ravie de vous faire une vidéo que j'aime faire, mais un petit peu différente cette fois-ci, où je vais vous présenter ma petite sélection de août à septembre-octobre éventuellement. Les ouvrages qui vont sortir cette année, que je souhaite lire ou pas. Et pour cela, donc si vous voyez que je regarde ici, c'est parce que vous allez voir mon écran où je vais vous présenter en fait ma sélection et je vais classer en fait les ouvrages en fonction de si je les lis ou pas. Alors, je crois que c'est parti. On a beaucoup d'ouvrages cette année, environ, je vois entre 400 et 500, comme d'habitude pour être sincère. Cette rentrée, je la trouve quand même riche, comme d'habitude, mais il y a des livres dont on entend moins parler, évidemment. Et vous savez ici, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne, et surtout de la littérature haïtienne. Et ici, je suis là pour vous présenter ça. Évidemment, je ne lis pas que cela, parce que ce serait dommage également pour se faire un peu un point de vue sur tout ce qui se passe et avoir un œil sur tout ce qui se passe. Mais j'essaye quand même de lire ce que j'aime lire et ce que j'ai envie d'approfondir. Donc voilà. J'ai environ 40 ouvrages dans cette sélection que je vais classer. Donc première catégorie, à lire absolument. C'est vraiment the hot thing. Les choses que je veux vraiment lire, que je souhaite lire, que j'ai déjà commencé à lire éventuellement, que je suis en train de lire. Voilà. Les choses à ne pas rater que je vous recommande éventuellement. Ensuite, à découvrir. Donc des choses que j'ai vraiment envie de lire aussi, mais que je souhaite découvrir parce que je n'ai jamais lu l'auteur ou l'autrice ou etc. à la maison d'édition, pas mal d'autres choses. Une petite catégorie si j'ai le temps éventuellement parce que voilà, on sait que le temps peut nous échapper. On n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut, mais ça arrive de ne pas avoir le temps de tout lire. En tout cas, de tout lire dans le laps de temps qui nous est imposé, c'est-à-dire pendant cette année. Donc ça reviendra éventuellement une année à venir ou dans les années à venir. Et enfin, les choses où je ne sais pas trop quoi. Pour moi, c'était la catégorie un petit peu je sais pas trop. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi en penser, ni voilà. Et la dernière catégorie, vraiment, la dernière catégorie pour moi qui est vraiment c'est pas trop mon style quoi. C'est pas trop mon style, c'est pas trop mon genre. Je passe mon tour parce que ce n'est pas fait pour moi. Et puis je suis ravie de vous faire une vidéo un petit peu comme ça. C'est le même décor mais avec un petit peu de, voilà, une proximité si on veut, un autre plan. C'est parti, sans plus tarder, je vous invite à vous prendre une petite boisson chaude si ce n'est pas encore le cas. Même moi, j'ai ma petite boisson. Et puis c'est parti pour cette nouvelle rentrée littéraire. Premier ouvrage, Ça se l'épouse, que j'ai déjà lu. Il y a un vlog qui va arriver. Ça se présente comme ceci. On est aux éditions de l'Aube et on part au Ghana. C'est traduit par Benoît d'Auvergne et c'est écrit par Peace Adzo Médier. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas mis encore de notes. Je vous ferai une chronique évidemment sur Instagram, mais c'est un ouvrage que j'ai aimé. On est avec Effie au Ghana et elle doit épouser Elikem. Donc Eli, qui est un jeune homme qui a réussi dans la vie évidemment et qui est déjà avec une Libérienne qui s'appelle, je crois, Mouna. Mais la famille d'Eli n'aime pas la jeune fille parce qu'elle est libérienne. Pour d'autres raisons que je vais taire. Je vais vous laisser aller voir. Et en fait, Effie est là pour faire le mariage traditionnel et pour rassurer la famille en quelque sorte et pour que Ellie abandonne la libérienne. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Effie. Je l'aime vraiment beaucoup. Je me suis vraiment identifiée à elle. Et comment vous dire? Je pense que vous savez ce que je vais vous dire. On va le mettre à lire absolument. Je vous recommande. Certaines personnes vont penser que c'est une histoire qui n'a pas assez de drama. Pour moi, il y avait assez de drama. Et puis Elikem, qui était quand même un mec plutôt bien en apparence et tout, et qui va essayer de nous fourrer. Non, on ne peut pas faire ça. On continue avec le prochain ouvrage, La Reine aux yeux de lune, de Wilfrid Sondé, aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est un auteur que je n'ai jamais lu. J'ai acheté un précédent ouvrage et je n'ai toujours pas lu.
Donc comment vous dire, c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, parce que l'histoire est vraiment très intéressante. On est au Congo au XVIIe siècle, environ 1683. Et il y a un royaume qui est sous occupation portugaise. Et il y a une jeune enfant qui naît, et cet enfant a les yeux de lune. Et puis normalement, son destin, sa présence va tout changer. Je ne peux pas trop vous en dire. Donc je vous laisse aller voir ça. Moi, je mettrai cet ouvrage dans Si j'ai le temps. Parce que j'ai envie de comprendre et de connaître la plume de cet auteur. Et puis cette histoire me donne envie. Parce que c'est une femme qui est au cœur de l'intrigue également. Donc je mets ça. Une femme avec un destin particulier. Donc si j'ai le temps. Ce serait peut-être entre à découvrir Si j'ai le temps, mais je laisse dans Si j'ai le temps. Prochain ouvrage que je vous propose ici, on est aux éditions Stock avec Toby Nathan et c'est Et si c'était une nuit. Donc ici, on est entre l'Afrique, l'Égypte et Paris. Et en fait, je crois que c'est un ouvrage d'une trilogie. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vais lire l'Afrique, où je souhaite lire l'Afrique, même si c'est ce que je fais au quotidien. J'ai décidé de lire La Société des Belles Personnes et La Société des Belles Personnes fait partie de cette trilogie. Donc dans cette trilogie, il y a également Et si c'était une nuit. Donc là, c'est un vendredi, on est le 10 mai 1968 et sur sa mobilette, le jeune Toby Maurice est en déshérence, louvant entre barricades et étudiants en colère. Alors que la foule envahit le quartier latin, il va à contre-courant comme il a toujours fait, juif d'Égypte, exilé qui grandit à Gennevilliers. Il va revenir sur sa vie, entre guillemets, de l'Égypte jusqu'à Paris. C'est super intéressant. Et comme je vous disais, on lit pas forcément tout le temps l'Égypte. On parle beaucoup de l'Égypte. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi cet auteur dans ma sélection. Je continue. L'exode a brisé sa mère. Son père est insaisissable et lui est devenu autre dans une absolue étrangeté, celle de vivre étranger dans un pays étrange, étranger à soi-même. Reste l'amour pour se rattacher au monde qui va, l'amour à fleur de peau et le désir ardent dans les bras de femmes initiatrices qui le ramènent à l'épaisseur de l'existence. Et si c'était en une nuit que se décidait son destin? Donc voilà, j'ai vraiment envie de me lancer dans ça. Donc je mets quand même à découvrir. Prochain ouvrage, Lionel Trouillot aux éditions Actes-Sud. Lionel Trouillot a eu une année folle et très intéressante, riche en parutions. Il a eu, je crois, 3 ouvrages qui sont sortis minimum cette année. Et là, on le retrouve avec Veilleuse du Calvaire. J'ai hâte de lire cet ouvrage parce que déjà la couverture, elle est belle. Évidemment, on le met dans la catégorie à lire. Absolument, parce que non seulement c'est Lionel Trouillot, mais en plus de cela, la couverture est juste magnifique. J'attends beaucoup de cette parution. Ce livre est celui d'un paysage de pierre, de rivière et d'ombrage, celui d'une colline abîmée par la cupidité d'un homme, un notaire sans scrupules, qui en ces lieux ouvre la porte à toutes les bassesses. Mais de cette colline s'élève une voix, celle de la rébellion des femmes, dont le corps est la cible de toutes les offenses, dont le courage à la puissance du poème. Je pense savoir ce qu'il y aura dans cet ouvrage. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas m'avancer. Mais je m'attends vraiment à la rébellion, à un événement très important qui a eu lieu dans l'histoire d'Haïti et du monde. C'est tout ce que je vais vous dire jusque-là. Jusqu'au moment où nous allons les lire ensemble, évidemment. Restez connectés d'ailleurs pour les lectures communes. On continue avec J'ai 1000 ans de Jean-Marie Kemener et c'est une nouvelle maison d'édition, édition Rocamis. Pourquoi je mets cet ouvrage? Parce que c'est un homme qui a vécu 4 ans au Soudan et qui vient nous donner un peu son avis sur le Soudan par rapport à tout ce qu'il a pu recueillir chez les hommes et les femmes soudanais et soudanaises. Alors, Amel est né au milieu de nulle part dans un village d'orpailleurs et de contrebandiers au nord du Soudan. À 2 pas de rien, dans la maison rose, tout à la fois bordel et prison, habité par des femmes magnifiques, dont sa mère splendide, Candace, majestueuse et protectrice. L'exil comme seule issue, mère et fille quittent leur village et se lancent dans un voyage peuplé de rencontres, d'amis, de dangers, de prédateurs, de rires et de pleurs. La Méditerranée puis l'Europe en ligne de mire, le désert, ses nomades et ses guerriers en mirage. Et du haut de ses 1000 ans, Amel, avec sa naïveté de nouveau-né et sa sagesse de migrante, s'efforce de trouver une morale à l'absurde et au tragique. Ça m'intéresse énormément parce que je n'ai jamais rien lu à propos du Soudan. Donc je veux voir aussi comment cet auteur va mettre en scène ces femmes, ces hommes et l'histoire du Soudan. Moi je dirais à découvrir
parce que je connais pas la maison d'édition, je veux voir comment ça va être traité, etc. Et puis j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà, je mets à découvrir, mais j'espère vraiment le lire cette année. On continue notre aventure avec Ayobami Adebayo, Autant des damnés et des bénis aux éditions Charleston. Alors, je mets à découvrir pour le moment, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais forcément lire. Là, on a deux personnages, un jeune homme qui vit un peu dans une famille où tout est difficile et une jeune femme où sa famille est plutôt aisée. Et à cause des événements donc du Nigeria actuel, on va dire contemporain. D'ailleurs, j'étais pas loin du Nigeria il y a pas longtemps. Avec les personnes qu'on a rencontrées et tout, je peux comprendre certaines choses et j'ai envie de voir comment ça sera traité dans cet ouvrage. Et comme c'est une autrice très prometteuse, j'ai vraiment pas envie de rater ça. En tout cas, je l'espère. Donc, je le mets à découvrir. On continue avec Big Girl. On est aux éditions Plomb. Ça sort le 24 août. J'ai hâte de lire cette autrice, Sullivan. Mais en vrai, cette histoire me plaît énormément déjà. Malaya, donc elle a 8 ans. Elle pèse 76 kilos. Et elle est pour la société, ses parents en surpoids. Et du coup, elle est traînée par sa mère dans les réunions de Weight Watchers. Et elle déteste ça. Évidemment, la société, partout, donc son corps est forcément hors norme, son corps pose problème et elle est très montrée du doigt. Évidemment, on est dans les années 1990 à Harlem, donc c'est très difficile pour cette jeune fille qui doit grandir avec le hip-hop. Donc j'ai hâte de lire ça. Donc je mets quand même à découvrir parce que j'ai pas envie de me mettre une pile à lire l'entrée littéraire trop haute. Et vous verrez, hein, il y a plein d'ouvrages que j'ai absolument envie de lire. Donc on va mettre vraiment à découvrir. Déjà parce que je vais découvrir l'autrice. Et puis le thème me plaît énormément. Ça me fait penser un petit peu aussi à tout ce que Roxane Gay a pu écrire. On continue avec Celle qu'on tue. L'autrice est Patricia Melo. Ça sort aussi le 24 août. Celle qu'on tue, on parle de violence, de féminicide, de réalisme magique, de forêt amazonienne et d'indigènes. Il y a tout dans cet ouvrage qui pourrait m'intéresser. Et la maison d'édition nous dit les femmes, la forêt amazonienne, celle qu'on tue dans l'indifférence. Donc, comment vous dire que j'ai envie de tout lire, mais j'ai aimé déjà les thèmes qui semblent être abordés et parce que la couverture, elle est pas mal non plus. Donc, je vais mettre à découvrir, d'autant plus que je ne connais pas du tout l'autrice, il me semble. Donc voilà. On continue avec Wole Soyinka qui sort Chronique du pays des gens les plus heureux du monde. Je vais me mettre à découvrir. On est au Nigeria, encore une fois, mais imaginaire. Un mystérieux réseau monnaie en vue de pratiques rituelles, des organes dérobés à l'hôpital. Le docteur Manka s'en ouvre à son plus vieil ami, bon vivant Yoruba, ingénieur émérite. Diolé s'apprête à prendre un poste prestigieux aux Nations Unies, mais il semblerait qu'on soit déterminé à l'en empêcher. Et si le docteur Manka et Diolé ne savent pourquoi, il ignore aussi à quel point l'ennemi est proche et féroce. Farce littéraire, machination redoutable et réquisitoire cinglant contre la corruption des élites. Chronique du pays des gens les plus heureux du monde est un grand roman qui signe le retour de Wole Soyinka, prix Nobel et un des géants de la littérature mondiale. Donc j'ai hâte. Franchement, je pense que j'aurais dû mettre à lire absolument. Mais je vais quand même mettre à découvrir parce que j'ai jamais lu en fait cet auteur. Puis ça va me permettre de me plonger davantage au sein du Nigeria. On continue avec Corps Noir. Donc Corps Noir est un essai qui me rappelle beaucoup le Corps Noir de Jean-Claude Charles aux éditions Mémoire d'Encrier. Le Corps Noir, comment il est abordé, comment il est approché, décrit et pas mal d'autres choses dans la société et notamment dans les sociétés dites racistes. Ici, on parle plutôt du corps noir ou des corps noirs, pardon, dans certaines industries, notamment les industries où le corps doit paraître, est vu, mis entre guillemets en valeur. Donc ici, c'est un essai sur les corps noirs dans le mannequinat, la mode. Donc c'est un ouvrage, je trouve, qui peut être très intéressant. En tout cas, j'ai envie de voir comment ça va être abordé parce que je ne sais pas si je suis toujours d'accord avec ce qu'on pense des corps noirs et la présence des corps noirs dans certaines industries. Donc c'est un essai qui est dit accessible et documenté pour repenser la place des corps noirs féminins dans la mode et bien sûr agir. Donc cette jeune femme, Christelle Bakima Punza, a passé plus de la moitié de sa vie à examiner les défilés et à collectionner les magazines de mode. Donc il y a des magazines qu'on s'entend avoir forcément. Et des heures de podium et des centaines de kilos de papier glacé plus tard,
Le constat est sans appel, elle n'est que rarement vue dans les images produites par la mode française, sans que cela ne diminue son envie de faire partie de ce monde qu'on dit si fermé. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va en dire. En plus, apparemment, on serait plus sur la France. Donc j'ai envie de voir aussi comment elle va aborder la France. Est-ce que ce sera évidemment que la France dite hexagonale? Je mets à découvrir comme ça... on est tranquille. Deuxième ouvrage qui est un essai Data et Sport, la révolution. C'est un ouvrage qui m'intéresse parce que le sport est devenu quelque chose d'intéressant dans la technologie. En tout cas, dans la technologie, au jour d'aujourd'hui, tout est répertorié. On inclut tous les domaines dans la technologie. Et j'ai voulu vraiment savoir comment ça allait être abordé. Donc, les auteurs sont Yannick Nyanga et Aurélie Jean. Et donc, Data et Sport, la révolution. Quelle est cette révolution? Parce qu'il y a une Coupe du Monde, voire plusieurs qui vont arriver. Et on nous dit ici dans le résumé, en plein cœur de la Coupe du Monde de rugby 2023 et à l'approche des Olympiques de Paris, Yannick Nyanga et Aurélie Jean unissent leurs forces dans un ouvrage captivant sur les nouvelles manières d'entraîner les sportifs de haut niveau. Découvrez comment l'analyse de données et les technologies de pointe transforment radicalement le monde du sport, permettant aux athlètes et aux équipes d'améliorer encore et encore leurs performances de façon spectaculaire. Du rugby au football en passant par la danse et l'athlétisme, Data et Sport, la révolution dévoile comment chaque discipline tire parti des données pour optimiser les performances. Bien sûr, les auteurs explorent également les menaces soulevées par l'utilisation de ces datas et les problématiques qui en découlent pour la vie privée, la sécurité et l'équité. Que vous soyez passionné ou sportif du dimanche, utilisateur ou professionnel de la data, ou simplement curieux de comprendre comment les nouvelles technologies bouleversent l'entraînement des athlètes, plongez au cœur de cette révolution qui fascine l'avenir du sport et découvrez comment, dans un futur proche, l'usage de la data touchera tous les sportifs. Évidemment, aujourd'hui, presque tout le monde compte ses pas, presque tout le monde regarde les calories perdues ou ingurgitées. Donc, c'était forcément quelque chose qui m'intéressait. Et qu'on soit en mode très sportif ou pas du tout sportif, c'est des choses quand même qui nous touchent au quotidien. Je mets ça dans, évidemment, je pourrais mettre ça à lire absolument, mais je vais mettre à découvrir aussi. Parce que j'ai envie de le lire, je sais pas si j'aurai le temps. En même temps, je me dis si j'ai le temps. Mais je sais que c'est un ouvrage qui existe. Je vais mettre si j'ai le temps. Parce que je sais que c'est un ouvrage qui existe. Et c'est un ouvrage que j'ai mis dans ma pile en premier dans mes essais. Donc je vais mettre quand même dans si j'ai le temps. Mais j'ai vraiment envie de le lire. Le prochain ouvrage est donc Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin, je crois qu'on dit. Ici, on est aux éditions Fleuve. Et je serais ravie de lire cet ouvrage. Donc je vais mettre à découvrir parce que cet ouvrage, on en a entendu parler partout. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Et c'est un ouvrage qui donne envie. Donc on parle de roman événement de la rentrée littéraire 2023. Donc par un après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans, mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident, Sadie venait voir sa sœur malade et ses deux enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. À présent étudiants, c'est un univers virtuel que les deux amis vont inventer et qui va les propulser au sommet. Leur première création, Ichigo, est un blockbuster. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars. Ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie et de se refermer sur eux. Un roman éblouissant qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance et par-dessus tout, notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Car oui, c'est une histoire d'amour, mais une comme celle-là, vous n'en avez jamais lu. Donc j'ai hâte. Donc ça parle d'amitié, de succès, comment gérer le succès aussi quand on est hyper jeune. Ça me fait penser aussi à tout ce qui arrive aux enfants stars, etc. Et pas mal d'autres choses. Donc voilà, à lire. Et puis il y a de la technologie dedans aussi. Prochain livre. J'aime beaucoup cette couverture, c'est du même sang de Néné Milner. Alors ici, on est aux éditions Le Cherche Midi. La couverture est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment beau. 3 destins de femmes intimement liés, 3 portraits poignants au cœur d'une Amérique raciste, un seul sang.
Au milieu des années 1960, Grace, jeune fille noire exilée du Sud, ségrégationniste vers un New York en pleine lutte pour les droits civiques, tombe enceinte en même temps qu'elle découvre l'amour. On ne lui permet pas de garder l'enfant. C'est Dolores, une femme traumatisée dans sa chair et dans son âme, qui va adopter et élever sa fille, Ray, en tentant de la préserver du poids de ses souvenirs. Mais à l'heure de devenir mère à son tour, Ray devra affronter cet héritage et faire la paix avec sa famille adoptive aussi bien qu'avec l'inconnu qu'il a mis au monde. À travers cette saga vibrante qui, dans une même aspiration à la liberté, fédère 3 femmes aux prises avec leur histoire personnelle et la société américaine. Dénéné Milner explore avec une infinie justesse et un remarquable sens du détail les 1000 détours de l'amour parental et filial, de la transmission, de la quête des origines et des absences qui nous hantent. En tout cas, ça promet, en lisant la première de couverture, j'ai encore davantage envie. C'est un ouvrage qui fait quand même 624 pages. Je mettrai à découvrir parce que je connais pas l'autrice. Donc voilà, ça me donne envie, donc je mets à découvrir. Ensuite, on a Leonardo Padura avec Ouragans tropicaux. On est à Cuba. Barack Obama vient à Cuba pour la première fois. Et puis plein d'autres choses vont se passer. On parle de plusieurs ouragans parce qu'à chaque événement, c'est comme si c'était un ouragan et je crois qu'il y aura peut-être un vrai ouragan. C'est un ouvrage que j'aurais aimé lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je mets vraiment si j'ai le temps. Et cet auteur, je ne l'ai jamais lu. J'ai commencé un ouvrage une fois et j'ai pas terminé. Donc je vais le mettre dans si j'ai le temps. On continue avec Portrait Yuako. C'était aux éditions Métayer de Gabriela Wiener. Donc ici, c'est un ouvrage qui m'intéresse vraiment. Je vais mettre à découvrir parce que, comment vous dire, on part avec tout ce que j'aime, ou presque. Parce que c'est une jeune femme qui va visiter le musée du Quai Branly et qui se rend compte qu'elle se regarde en fait dans un miroir déformé, dans le sens où ce sont ses ascendants qui sont représentés et elle voit que c'est en quelque sorte son arrière-arrière-grand-père. Donc on nous dit ici, vous allez trouver un arrière-arrière-grand-père pilleur d'objets inca au 19e siècle. La mort d'un père aimant qui avait une double vie et leur descendante. Une femme curieuse et résolue, aussi provocative que jalouse, qui vit une relation polyamoureuse, brin que ballon. Cela commence avec un choc. La narratrice visite le musée du Quai Branly et regarde une pièce où elle croit se voir dans un miroir brisé par les siècles. Cette pièce est un portrait Yuako, une statuette de céramique préhispanique représentant un visage indigène. Et la salle d'exposition porte le nom de son aïeul, Charles Wiener, un explorateur connu pour avoir failli découvrir Machu Picchu et présenter ses trouvailles dans le cadre de l'exposition universelle de Paris, comptant entre autres attractions, un zoo humain. Et il est à l'origine de la lignée des Wiener péruviens. Presque 150 ans plus tard, sans autre bagage que ses doutes, son culot et son humour, la narratrice va essayer de retrouver les traces de la bâtardise de sa famille. Les vestiges d'un héritage colonial hantent ce premier roman remarquable sur l'amour, le désir, le sexe, le deuil, la famille et le racisme. Il y a de la rage, de la résistance et de la tendresse dans ces pages, mais aussi la force révélatrice du souvenir et de l'imagination. C'est un ouvrage qui me tente énormément, qui me fait un petit peu peur aussi, avec la rage et pas mal de choses, mais ça me donne vraiment envie. Je vois qu'il fait à peu près 160 pages, donc je me dis que c'est faisable. On continue avec Emblème. C'est un tome 1, et le tome 1 donc est le cercle des géographes. Donc ça sort le 20 septembre. L'autrice est Ina Ciel. Je n'ai pas vraiment de résumé, donc j'en sais rien vraiment. Donc la fantaisie, c'est pas trop mon truc. Normalement, c'est pas mon style. Ça me donne envie quand même parce que voilà. Ce que je vais faire, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop si je vais le lire, je ne sais pas trop si je veux passer, je ne sais pas trop. Ça va dans je ne sais pas trop. On continue avec Eunice de Lisette Lombé, que j'ai lu récemment. J'ai lu Brûler, brûler, brûler. Je vous mettrai la vidéo si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et ici, c'est son premier roman. Donc elle a écrit beaucoup de recueils de poèmes, etc. On la connaît très bien. Et Eunice est son premier roman. J'ai un doute vraiment sur ce premier roman parce que la plume de l'autrice ne m'avait pas tellement plu lors du recueil de poèmes
brûlé, brûlé, brûlé. Je vais vous lire la 4e de couverture. Eunice, 19 ans, athlète étudiante en fac de psycho, vient de se faire larguer par son petit ami. Alcool et danse pour tenter d'anesthésier la tristesse. En se réveillant avec une gueule de bois carabinée, la jeune femme pense avoir touché le fond. Mais les nombreux appels en absence laissés sur son portable par son père annoncent le pire. Sa mère, Jane, est morte d'une chute dans l'eau du fleuve au sortir d'une boîte de nuit. L'enquête conclut très vite à un simple accident, mais Eunice refuse d'y croire. Et si un agenda rouge retrouvé dans un salon de coiffure lui donnait raison? Et si les initiales écrites sur plusieurs pages étaient un indice? Pour Eunice, c'est le début d'une quête de vérité afin de comprendre qui était cette mère dont elle réalise qu'elle ne connaissait pas grand-chose. Le choc du deuil rappelle que toute famille est le lieu de secrets enfouis. La rencontre avec la sereine et superbe Gina marquera un tournant vers l'apaisement. Eunice est une histoire d'amour, de sororité, de transmission et de rémission. C'est aussi un éveil à la tendresse et au pardon. Un roman coup de poing porté par une langue très rythmée. Donc voilà, moi j'avoue que je sais pas trop. Je mettrai dans je sais pas trop parce que ça ressemble un peu à un polar ou je sais pas, où on va essayer de retrouver qui a fait quoi ou pas. Je suis pas très emballée par tout ça, mais j'aime beaucoup le prénom Eunice. Donc je mets dans je ne sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi en faire pour le moment. C'est un petit je sais pas trop. On continue donc avec Fire Rush de Jacqueline Crooks et on est aux éditions de Noël. Alors, ça paraît normalement le 23 août. J'aime trop cette couverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on est en 1979 dans une banlieue industrielle de Londres. La jeune Nia Maillet vit seule avec son père dans une cité dortoir et travaille de nuit à l'usine. Le week-end, direction la crypte, le club underground où elle oublie son quotidien morose. Musique, dub et reggae dancehall galvanise les corps. Là, au cœur du temple de la diaspora jamaïcaine et dans les effluves du ganja, on y parle politique et abus policiers. Un soir, elle danse avec Moose et s'engage dans une histoire d'amour qui lui fait caresser l'espoir de pouvoir s'émanciper de sa condition. Mais un drame scelle le destin de la jeune femme qui se lance alors dans une quête d'elle-même et de ses origines. De gang en rave, d'amour en débâcle, de Bristol à la Jamaïque, Fire Rush est le premier roman électrisant à la langue carabinée et combative. Alors là, c'est vraiment tout ce que j'aime, l'ambiance que j'aime, la musique underground à Londres avec la Caraïbe en fond, etc. Tout ce que j'aime. Alors franchement, ce serait à lire absolument, je pense. Je connais pas l'autrice, donc je mets aussi à découvrir, mais ça me donne hyper envie. Et puis la couverture, oh, la couverture s'il vous plaît. Là, je trouve que c'est joli, ça fait vraiment très joli. Et de Noël aime ce genre d'histoire, donc ça vaut le coup, je crois, ça vaut le coup. On continue avec Glory, aux éditions Autrement. Ça sort donc le 23 août. Alors c'est un livre dont on m'a déjà parlé. Un collègue m'en a parlé en me disant « Oh, j'ai pensé à toi quand j'ai lu cet ouvrage et que ça sort bientôt, etc. etc. » On va lire la 4e de couverture. Moi, ça me donne envie. Il y a longtemps, dans un pays de cocagne pas si lointain, les Animals vivaient heureux. Puis vinrent les colonisateurs. Après de longues années de domination, une guerre de libération sanglante rendit l'espoir aux citoyens. Elle leur apporta un nouveau dirigeant, un cheval tyrannique, la vieille carne, qui gouverna encore avec l'aide d'un groupe de cruels défenseurs et celle de sa jeune épouse bien-aimée, l'ambitieuse Annès Merveilleuse. Mais même les sots de ce monde savent qu'il n'y a de nuit si longue qui ne s'achève par une ode. Et elle s'acheva pour la vieille carnée un jour où elle prenait son tea Earl Grey en écoutant son émission de radio préférée. Une fois de plus, les Animals retrouvèrent l'espoir. Glory raconte l'histoire d'un pays pris dans un cycle vieux comme le monde et pourtant tout en révélant les artifices nécessaires pour maintenir l'illusion d'un pouvoir absolu. Cette satire mordante nous rappelle que l'histoire peut basculer en un clin d'œil. Il suffit d'un retour d'exil d'une fille depuis longtemps disparue, d'élections libres, justes et crédibles, d'un vent changeant, même d'une simple balle.
il y aura de la révolution, il y aura de la révolution. Ça me donne super envie de savoir comment ça se passe. Et je crois qu'il m'a dit que ça se passait dans un pays d'Afrique australe. Je ne veux pas dévoiler ou autre, mais voilà. Moi, je vais mettre à découvrir. Je n'ai jamais lu donc No Violette Bulawayo, donc ce sera une première et je serai vraiment ravie parce que je ne connais pas du tout. On continue notre aventure avec L'écho des silences de mer de Kayo Mpoi. On n'a pas grand chose sur cet ouvrage. J'ai acheté son premier roman traduit, en tout cas en français, toujours chez La Belle Étoile, chez Marabout. C'était Le bon Dieu est un petit garçon noir à lunettes. Et elle revient avec une superbe couverture. Je n'ai pas lu, je trouve ça très beau. J'ai envie. Moi, je mets à découvrir. Je mets à découvrir et pas à lire absolument, même si ce sera à lire absolument parce que j'ai beaucoup de choses. On continue avec Leonora Miano. Elle va avoir une parution poche chez Point. L'autre langue des femmes, c'est la parole qui émerge lorsqu'elles se définissent pour ce qu'elles sont, pas en fonction de ce qui leur est infligé. Ce langage fut toujours parlé en Afrique, contredisant ainsi la posture victimaire d'un certain activisme occidental. S'appuyant sur l'histoire, les mythes et pratiques sociales des subsahariennes, Leonora Miano nous invite à un riche matrimoine. Ces femmes régnèrent sur des sociétés patriarcales, s'engagèrent dans les luttes anticoloniales et furent conscientes de leurs valeurs en tant qu'individus souverains. Pourtant, la riche expérience des Africaines subsahariennes reste méconnue, sans s'identifier à ces femmes ni voir en elles des références. On entend leur prescrire un modèle d'émancipation calqué sur une pensée hégémonique, puissant et éclairant. L'autre langue des femmes est un plaidoyer indispensable en faveur d'une alternative africaine au féminisme occidental. Alors tout de suite, je le mets dans Si j'ai le temps. C'est intéressant. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette année. Je vais voir le nombre de pages. Il me semble que ça faisait 224 pages. C'est pas très long, mais c'est quand même un essai, donc je mets dans Si j'ai le temps. On continue avec un ouvrage aux éditions Le Tripode, L'enfant des forêts de Michel Hauteville, qui va paraître le 31 août 2023. La découverte d'un auteur hors norme, un roman hypnotique entre le grand cahier et My Absolute Darling. Donc un homme et un enfant habitent une forêt sans nom. L'un est chasseur et aussi ogre, l'autre une innocence capturée. De saison en saison, ils s'observent, s'épient, avides de trouver une issue à leur vie. Livre monde hypnotique, L'enfant des forêts de Michel Hauteville ne peut guère s'oublier, tant sa langue rejoint celle des fables. Chargé d'émotions et d'odeurs, d'orage, le roman nous entraîne avec lui comme dans une veillée nocturne, mêlant en nous, créatures de terre et de sang, l'espoir, le désir et l'effroi. Et je crois que c'est un auteur de la Caraïbe, donc ça ferait plaisir de lire un auteur de la Caraïbe qui fait autre chose, notamment, et puis de lire aussi un ouvrage de cette maison d'édition, Le Tripode, que je ne lis pas trop. Il y a des ouvrages qui m'ont donné envie mais que je n'ai jamais lu. C'est pas trop mon style. J'hésite entre Si j'ai le temps ou qu'est-ce que je pourrais mettre. Ou c'est pas mon style. C'est clair que c'est pas forcément trop mon style, mais je vais mettre ou je sais pas trop quoi. Je vais mettre Si j'ai le temps, pourquoi pas. Il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. On continue avec L'Indésir. L'Indésir, je crois que c'est un premier roman aux éditions L'Iconoclaste. L'autrice est Joséphine Tassi. Je crois qu'elle vient des îles également. Donc comme je vous disais, paru le 17 août. Ce matin, Nuria s'est réveillée avec une impression d'hiver. Dans la nuit, son téléphone a sonné, sa mère est morte. Elle ne ressent rien. Aucun chagrin pour cette étrangère qu'elle n'a pas vue depuis 8 ans. Avec Abel, un garçon croisé en boîte, elle part à la rencontre des drôles d'individus qui ont connu sa mère. Nouya cherche des réponses sans poser de questions, sauf une, qu'elle garde pour elle. Le souvenir de cette femme qui n'a jamais voulu d'elle la renvoie à l'indésir qui lui colle à la peau. Donc là, c'est intéressant. Je ne sais pas où se passe vraiment l'histoire. Ça donne envie. Moi, je mettrai à découvrir. Il n'y a pas trop de pages, on va dire, entre guillemets. Pour moi, je crois que je n'ai rien lu de chez l'Iconoclaste jusque-là. Je trouve que c'est une maison d'édition
très intéressante. On continue avec la légende de Kalali. La légende de Kalali, c'est un ouvrage qui nous invite à aller voir des autochtones vers la Guyane, les Kanali ou Kalina. C'est un ouvrage qui donne envie dans le sens où ce sont des choses dont on n'entend pas souvent parler. La légende de Kalali, donc 5 vies plus une. La légende de Kalali est un récit transmis depuis des générations dans la famille d'Eleonore Cady Johannes, qui est l'autrice. C'est un récit qui commence au temps des Essé Nulupili, l'époque bénie où les hommes et les animaux pouvaient communiquer, se comprendre et s'aimer. Donc ce récit, aujourd'hui, elle le partage avec le reste du monde, conformément à une promesse faite à sa lignée. Elle le partage aux jeunes générations et à tout humain de bonne volonté, parce que l'urgence climatique est extrême, parce que les peuples d'Amazonie ont souffert trop longtemps. C'est un récit fondateur qui donnera force et courage aux guerrières et guerriers d'aujourd'hui et de demain. Ça s'apparente plus à un essai, ça donne envie. Moi j'aime beaucoup la couverture, je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Et ça fait penser à tous les peuples précolombiens en fait. Donc je suis très concernée par ce genre de choses. Donc je pense que c'est un ouvrage qui peut être très intéressant et je mets à découvrir également. La mémoire de l'abbé de Natacha Apana aux éditions Mercure de France. Je suis ravie de voir déjà les éditions Mercure de France revenir et Natacha Apana également. Ici, elle va retourner un peu sur sa vie personnelle et comment les Indiens ont peuplé certains pays donc de l'Afrique ou encore de la Caraïbe. Ici, pour elle, je crois que c'est l'île Maurice. Ça donne envie de savoir davantage comment on est passé de pas mal de systèmes en fait pour arriver à ce genre de métissage. Moi je trouve que c'est un roman qui va nous en dire beaucoup. Mais je sais pas si c'est un roman slash... Ça ressemble à de l'autofiction, en même temps un récit. Je sais pas trop comment qualifier cet ouvrage en tout cas. Mais je mets à découvrir dans le sens où j'ai déjà lu du Natacha Apana. J'ai envie de découvrir pour vraiment l'histoire. Ça donne envie d'en savoir davantage. Sa plume en général plaît et puis c'est que 160 pages. Donc je me dis c'est possible entre guillemets. On continue avec les éditions Zulma. Le dernier revival d'Opale et Neve. Alors ici, première rédactrice en chef noire d'un célèbre magazine musical, Sunny S. Shelton tient un scoop. Opale et Neve, le duo mythique, se transforme pour un ultime revival des décennies après leur dernier concert fracassant à l'été 1970. Comment Neville Charles et Opal Jewell, si radicalement différents, ont-ils pu bouleverser la scène rock et comment tout a basculé ce soir-là? Producteurs, stylistes, musiciens, tous ceux qui les ont côtoyés racontent qui ils étaient et ce qu'ils sont devenus. Lui, le songwriter britannique en quête de la gloire et elle, l'icône afro-punk avant l'heure, rebelle et survoltée. Là, on parle dans la musique, ça a l'air super intéressant. On parle d'afro-punk. C'est pas forcément une musique que j'écoute vraiment, mais ça peut donner une idée en fait de ce monde, de l'industrie de la musique à cette époque également et comment, pourquoi un groupe va faire un revival. Plein de choses en fait, je pense que ça peut être très intéressant et on a quand même 496 pages. Voilà. Mais ça donne envie, ça donne envie. Moi je mets si j'ai le temps, vraiment, parce que c'est un bon pavé. C'est pas mes thèmes de prédilection, même s'il y a la musique et ça a l'air hyper intéressant. Mais ouais, je mets ça vraiment à si j'ai le temps. Prochain ouvrage, c'est Le fruit le plus rare de Gaëlle Bellem. Deuxième roman de l'autrice. Son premier, c'était Le monstre est derrière la porte. Et là, Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albus nous donne envie de repartir à nouveau à la Réunion. Au 19e siècle, naît à l'île de la Réunion un garçon créole, Edmond. Ses parents aimeraient que leur fils grandisse aux abords des champs de canne à sucre, des rires plein le cœur, l'esprit entièrement libre. Le malheur en décide autrement. D'abord, il fait d'Edmond un esclave. Dans la foulée, un orphelin. Après, un garçonnet analphabète. La vie s'annonce infernale, mais l'enfant a un talent sans pareil, celui de déjouer les pronostics. Recueilli et élevé par un botaniste amoureux d'orchidées, Edmond est un prodige dès qu'il met les pieds dans un jardin. 1841, âgé de 12 ans, vif et rusé comme 4,
Edmond fait l'une des plus extraordinaires découvertes du monde. Un nouveau fruit, un nouvel arôme, le plus savoureux, le plus connu, le plus aimé qui soit au XXIe siècle encore. Le fruit le plus rare raconte les aventures rocambolesques d'Edmond, maillon d'une chaîne qui unit le Mexique, l'Espagne, la France et la Réunion autour d'un petit fruit pas comme les autres. Et voici donc une histoire vraie, amère, délicieuse et envoûtante. Il y a beaucoup de jeux de mots déjà dans la 4e de couverture. J'espère que ce sera comme ça. Je mets à découvrir parce que vous vous doutez de quel fruit nous parlons ici. Et j'ai envie d'en parler avec ma mère parce que elle sait comment faire ce fruit. Enfin bref, j'aurai éventuellement l'occasion de vous en dire davantage. J'ai hâte de découvrir cet ouvrage. On est toujours chez Gallimard Continent Noir et on a environ 256 pages. Et comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai hâte. Et ça me fait penser à plein d'histoires que... En tout cas, les 4e de couverture de livres que j'ai pu acquérir pendant l'été. Mais on aura l'occasion aussi de parler de cela très bientôt. On continue avec Fatou Diome. Fatou Diome chez Albin Michel. Le verbe libre ou le silence. Mais je vais lire la 4e de couverture parce que je vous avoue, j'ai vu le livre arriver, mais je ne sais pas trop de quoi ça parle. Naguère, les éditeurs avaient pour mission d'accompagner une œuvre, mais certains se font désormais censeurs, donnent des directives et des leçons, mettent la main à la pâte pour plier le roman au goût du jour, oubliant que le métier d'écrire est une aventure solitaire, un engagement de soi vital et nécessaire. On écrit parce qu'on ne pourrait vivre sans. Ça promet. En combattante de la liberté, Fatou Diome signe un essai engagé sur sa passion de l'écriture et sur le monde de l'édition. Un vibrant plaidoyer pour la littérature et la liberté des écrivains. Alors là, ça promet vraiment. Donc, ça fait partie de ces ouvrages où les auteurs commencent à faire autre chose, les romanciers et tout, les romancières et tout commencent à faire autre chose. Ça donne envie. J'ai envie de savoir ce qu'elle a à dire parce que je pense qu'elle connaît plein de choses sur le monde de l'édition. Moi, j'ai envie de mettre ça dans à découvrir parce que j'ai pas lu ses précédents depuis très longtemps. Le dernier que j'ai lu, c'était Les Veilleurs de Sangomar. On va mettre à découvrir. Le prochain ouvrage, c'est Le Violon d'Adrien aux éditions Mémoire d'un Crié que j'ai là et que je suis en train de lire. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, je vais déjà terminer parce qu'il me reste moins de 100 pages. Ici, on est avec Gary Victor, le nouveau roman de Gary Victor, où on suit le petit Adrien Chanson qui, grâce à sa mère, va prendre des cours de violon avec son professeur, Monsieur Benjamin. Il s'avère que le violon que Adrien utilisait était un violon que son professeur, Monsieur Benjamin, avait emprunté. Et donc, ils avaient ces violons pendant une année. Quand Adrien a commencé à travailler super bien ses gammes, ses notes, etc., ses copains étaient jaloux parce qu'on disait souvent que c'était le meilleur élève. On lui a cassé 2 doigts. Après cet incident, on apprend que Monsieur Benjamin part en tournée pour 4 mois entre New York, Paris et j'en passe. Et que la prochaine année, les enfants n'auront pas le droit d'emprunter ce violon. Donc, ils vont devoir se débrouiller pour acquérir un violon. Mais les violons ne se vendent pas en Haïti, on est sous la dictature de Papa Doc. Et pour acquérir un nouveau violon au retour de Monsieur Benjamin, Adrien va faire tout ce qu'il peut. Des choses vraiment très étranges parfois. C'est vraiment la plume de l'écrivain, là je le sais. Vous aurez un vlog lecture. Mais ça me fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles. C'est tout ce que je peux vous dire jusque là parce que je n'ai pas terminé. Restez connectés pour la suite et le vlog de lecture. Donc comme vous le savez, Le Violon d'Adrien est donc forcément à lire absolument. On est ici sur Helen's Universe, la littérature haïtienne est importante également. On continue avec Michael Roch, Les choses immobiles. Avec une couverture magnifique, moi que je trouve vraiment très belle. Ce vert est particulier, ce rouge rosé est particulier. Au dessein de son père, un jeune homme revient à la Martinique. Accueilli par son frère, il va découvrir l'envers d'une île que la France abandonne. Une île en proie à des bouleversements écologiques et sociaux. Une île où tout a définitivement changé comme lui. Je trouve cet ouvrage très intéressant parce que ça décrit déjà une réalité qui existe entre la France hexagonale et les Antilles françaises, voire les régions et départements d'outre-mer. Donc ça c'est très intéressant. Et en plus de cela, le fait de revenir au pays, parce que ça existe vraiment, il y a un vrai mouvement de retour au pays en ce moment. Donc ça donne envie d'aller voir ce que ça peut donner.
Je mets dans à découvrir parce que j'ai pas lu Thème Marron encore, je sais pas si j'aurai le temps. Cet ouvrage, je crois qu'il fait 144 pages, donc en vrai c'est pas long. J'aurais pu le lire et puis cette maison d'édition que je découvre, j'ai bien envie de continuer pour être sincère, j'ai vraiment envie de continuer. Donc c'est peut-être un ouvrage que je vais absolument lire. On continue avec un ouvrage que j'ai vraiment envie de découvrir aux éditions Emmanuel Colas. C'est Les femmes de Bidi Bidi. Je trouve cet ouvrage trop beau. Ça paraît le 25 août. Après la mort de son père, Minga apprend que sa mère Joséphine a disparu dans les circonstances mystérieuses en Afrique de l'Est, où elle travaillait pour une ONG. Pour tenter d'en savoir plus, elle se rend dans le camp de Bidi Bidi, au nord de l'Ouganda, où vivent les populations fuyant la guerre civile qui fait rage au Soudan du Sud. Elle découvre que tout tourne autour d'une femme rose dont la mémoire hante chaque recoin du camp. Si elle veut savoir le fin mot de l'histoire, Minga doit trouver Rose. Avec les femmes de Bidi Bidi, Charline et Fa racontent comment les survivantes des violences domestiques ou des viols de guerre tentent de se reconstruire et réinventent l'amour loin de la brutalité des hommes qui les ont mal aimés, brisant les tabous. Elle nous livre un roman bouleversant et universel sur le corps des femmes, le roman de la réparation. Donc vraiment à voir, je mets absolument dans à lire absolument. On continue avec Les 9 parfaites aux éditions Présence africaine qui va sortir en septembre. C'est écrit juste apparaître. Je n'ai pas plus d'informations sur la maison d'édition, sur le site de la maison d'édition ou autre. Moi, je mettrai à découvrir. On continue avec Les parts oubliées. C'est un ouvrage qui va paraître chez Bûcher-Chastel le 24 août. Ce sont les dernières volontés de la mère de Byron et Benny. Avec le gâteau, elle a laissé un enregistrement audio réalisé avant sa mort. Elle y livre l'histoire d'une jeune nageuse venue d'une île des Caraïbes, forcée de quitter son pays natal après avoir été accusée de meurtre. Alors que son récit se développe, le frère et la sœur découvrent les multiples strates du secret qui entourent leur arbre généalogique et les conséquences sur leur vie tout entière. Dans un voyage bouleversant qui emmène le lecteur des plages des Caraïbes au Royaume-Uni, en passant par l'Italie, Charmaine Wilkinson explore ce qu'on laisse derrière soi pour survivre, l'importance de l'héritage et de la transmission et les parts du passé que l'on soumet au silence. Alors j'ai hâte de lire cet ouvrage parce que moi j'ai pas réussi à continuer du coup Black Cake, et puis parce que j'ai eu des retours un peu mitigés, mais bon, à voir. Donc je mets quand même à découvrir. Ça fait beaucoup de choses. On continue avec Alain Mabankou, ici aux éditions Le Robert, Lettre à un jeune romancier sénégalais. C'est un ouvrage qui est un peu comme l'ouvrage de Fatou Diom qui va parler en fait de l'écriture et ça donne envie. Ça fait partie des essais de l'auteur. Moi, je mettais Si j'ai le temps. C'est quelque chose que j'ai envie de lire, mais je vois que j'ai beaucoup de choses à découvrir. Et c'est un ouvrage qui fait quand même environ, je crois, 200... Ah, même pas. 176 pages. Je verrai comment il se présente en librairie. Mais je mettrai beaucoup plus si j'ai le temps. On continue avec Mon Petit de Nadège Erika. C'est une couverture que j'aime beaucoup. Il y a des couleurs pastel, il y a pas mal de couleurs. Ça paraît le 24 août. Et la maison d'édition que je ne connais pas est Livre Agité. J'aime bien le titre, mais j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire, quelle est leur ligne éditoriale. Donc ça peut donner envie. On est à Belleville dans les années 90 chez Grand-Maman dans la cité HLM de la rue Pia. Naël porte des robes à col Claudine, apprend qu'il faut dire les intempéries et non un temps de merde, s'arrête tous les jours devant chez Madame A qui expose des canards sans tête dans son restaurant chinois. Porte de Montreuil chez Jeanne, sa mère, infirmière libre et bohème, abandonnée aux UC, ses dîners banania biscotte, tourne-disque et les Jackson 5 à fond. Entre les deux, avec ses frères et sœurs, Naël fait la navette, grandit, pose des questions qui restent sans réponse, rencontre des hommes jamais comme il faut, tombe amoureuse de Gustave, de ses yeux verts et de ses nouvelles Nike et devient mère à 19 ans. Les éclats de rire et les silences sont toujours là. Le drame fait comme s'il attendait son heure. Premier roman bouleversant, Mon Petit nous entraîne dans les rues de Belleville, dans les pas frénétiques d'une jeune fille décidée à vivre plutôt
que les autres, sans savoir que les lendemains parfois vous scient les jambes. Alors moi je suis pas trop fan de ces romans qui expliquent la banlieue d'une façon bien déterminée, mais en même temps moi je ne connais pas trop la banlieue, ni les HLM, ni les villes un peu comme Belleville, etc. Donc ça peut être intéressant. C'est pas la première fois que je lis quelque chose sur Belleville. Je crois que j'étais partie à Belleville avec Goose, l'un de ses romans. Donc à voir, mais j'aime beaucoup la couverture, ça peut être une très bonne surprise, je pense, étant donné que c'est un premier roman de 280 pages environ, donc je mets aussi à découvrir. Mais c'est pas vers ce roman que j'irai en premier lieu, ça c'est sûr. Ensuite, on a Nos destins sont liés chez Emmanuel Koula, encore une fois. Il s'appelle Walid Ajar Rachidi. Et ça sort le 1er septembre. Avoir 20 ans, rêver sa vie ou vivre ses rêves. On a avec plusieurs personnages ici. D'un côté ou de l'autre du périphérique parisien, d'origine et de milieux différents, tous sont traversés par les mêmes questions existentielles. Lisa commence à peine sa carrière, Salem, brillant financier, remet en cause sa fulgurante ascension, Mathieu, écrivain du dimanche, se complaît dans son personnage de dilettante, Ronnie se rêve rappeur, Céline en rébellion contre son milieu, vit une liaison passionnelle. Leurs destins sont liés. Walid Ajar Rachidi dresse avec humour et brio le tableau d'une génération perdue née dans les années 1980 et ballottée dans un monde où toute recherche de sens semble aboutir au non-sens. Et du coup, moi je me suis dit que c'était bien d'avoir un retour. J'aime la couverture aussi, ça me montre un Paris un peu brumeux, etc. Ça a l'air intéressant. J'irai pas jusqu'à le lire finalement. Oui, si j'ai le temps ou je ne sais pas trop quoi en faire, je dirais plutôt, après avoir relu encore la 4e de couverture, ce serait plutôt ça. Ensuite, on a Nojo Boulé, le tome 3. Je sais pas quoi dire. Déjà, c'est pas trop mon style, on va dire. Donc, c'est toujours de Lourane Safou. C'est le dernier volet de la trilogie. Ça paraît donc le 23 août. Et le titre donc de ce 3e tome est Le Dernier Feu. Là, je crois que je passe mon tour. Donc, pas mon style, pas mon genre. Je passe mon tour pour cette année. D'autant plus que pour arriver au 3, il faut que je lise les 2 premiers. Donc je passe vraiment mon tour. On continue avec Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé de Max Alexandre Oyobambe. C'est un ouvrage que je trouve très joli. Alors, le résumé, c'est Jaro Ménil a le jazz à l'âme. Un jour, il reçoit dans sa boîte aux lettres un colis contenant un courrier, des cassettes audio, un disque Mo Better Blues et la photo d'un homme qui lui ressemble trait pour trait, seul héritage du père qu'il n'a pas connu. Bouleversé, il part en quête de réponse et écrit à sa fille pour tout lui dire. Conçu comme un récital de jazz, cet objet littéraire hors norme efface les frontières entre poésie et roman et offre un regard poignant sur la paternité, l'absence, la solitude et l'amour. Je pense que moi j'aime bien le thème de la paternité dans les ouvrages. On en a de plus en plus et je trouve ça intéressant. Ça a l'air très intéressant et très poétique. Je crois que cet auteur, de toutes les façons, quand il écrit, c'est très souvent très bercé vers la poésie et la musicalité. Donc ça a l'air intéressant. Il y a les thèmes que j'aime. Je mets encore à découvrir parce que j'ai toujours pas découvert. Et je remarque sa plume et je remarque qu'il y a souvent du bleu dans ses couvertures et tout. C'est un petit constat comme ça. Je suis très sensible à ce genre de petites choses, donc c'est pour ça. Les 2 derniers ouvrages sont des ouvrages que j'ai vraiment envie de lire. Donc, le tout premier est un ouvrage d'un auteur que vous connaissez déjà, qu'on a déjà lu ici et qu'on va relire encore très souvent, je pense, parce qu'il y a plein d'ouvrages de lui que je n'ai pas encore lus. Donc, c'est Louis-Philippe d'Alembert avec Une histoire romaine aux éditions Sabine Westwieser qui va sortir le 24 août. Le résumé nous dit: tiraillée entre 2 mondes que sépare le Tibre, Laura a bien du mal à s'affranchir des puissantes figures féminines qui ont marqué son enfance et son adolescence. Rebelle de pacotille dans le bouillonnement culturel et politique des années 1970 et 1980,
Elle sera insensiblement ramenée à sa double lignée aristocratique et juive dont Louis-Philippe d'Alembert tresse avec intelligence, finesse et humour les destinées. Son roman est également un éblouissant portrait de la ville éternelle. Donc à aller lire vraiment, j'ai envie de voir comment il va décrire cette ville éternelle. Donc je mets pour ma part, j'hésite entre à lire absolument et à découvrir. Et comme il y a beaucoup de choses à découvrir, je me mets à lire absolument. Et puis sur cette chaîne, on adore aussi la littérature haïtienne, il faut dire ce qu'il est. Et enfin, le dernier ouvrage que je vais vous présenter dans cette sélection, mais ce n'est pas forcément le dernier livre de la rentrée littéraire ou d'une sélection encore plus large. On va y aller avec ceci, c'est Voix, éclair et tonnerre de Myriam Chancy, aux éditions Remue Ménage, collection Martial. C'est cet ouvrage-ci qui est très beau, que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à ces peintures de la Caraïbe que j'aime voir aussi sur Instagram. Et je suis vraiment très contente d'avoir reçu cet ouvrage. Et je remercie encore la maison d'édition et tout le monde, vraiment, toute l'équipe, parce que ça me fait hyper plaisir. C'est la première fois que je vais lire l'autrice et je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans cet ouvrage qui parle du tremblement de terre qui a lieu en Haïti en 2010. Après que la terre s'est soulevée, qu'elle s'est fendue, j'ai vu des anges marcher, mais il y avait aussi de la poussière blanche partout, qui enveloppait les objets en même temps que tout ce qui bougeait. La poussière venait du béton qui s'effritait au fur et à mesure que les bâtiments s'effondraient. Mais il y avait aussi autre chose qui s'y mélangeait, du sang, des os. Est-ce que j'ai pris les morts vivants pour des anges, ces survivants qui chancelaient au travers des débris, couverts de la tête aux pieds de la même poudre blanche qui me recouvrait aussi? Donc ça, c'était un extrait. Donc voilà. J'ai hâte vraiment de lire ce roman. Je crois que c'est son 4e, qui en anglais s'appelait What Storm What Thunder, qui est paru chez HarperCollins. Et c'est le premier qui a été traduit en français du coup. Donc le dernier, je le place évidemment à lire absolument. Et puis c'est sur ces mots que je vais terminer cette vidéo où je vous présente un peu comme on dit une tier list de ma petite sélection de la rentrée littéraire avec de la littérature évidemment afro et caribéenne et aussi haïtienne, sans oublier d'autres ouvrages que j'aimerais lire qui ne font pas partie forcément de ces catégories. Mais voilà, ce n'est qu'une liste non exhaustive. N'hésitez pas, vous, si vous voulez faire la même chose avec ce même petit schéma, je vous laisserai tout en barre d'infos, vous allez pouvoir le faire et taguez-moi pour que je puisse voir ce que vous voulez lire absolument, ce que vous voulez découvrir, ce que vous aurez l'occasion de lire si vous avez le temps. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Je suis contente d'aborder cette rentrée littéraire autrement, que ce soit de façon professionnelle, que ce soit ici avec cette vidéo et bien d'autres. Je sais que la vidéo est probablement très longue, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous voulez lire, ce que vous commencez déjà à lire, ce que vous avez peut-être déjà lu, ce que vous avez acheté, votre petite pile et tout. Moi, je vous montrerai tout ça avec les vidéos à venir, avec le temps aussi. Et puis, je vous dis merci encore, merci vraiment pour votre soutien et on se dit à très bientôt. Bisous!